Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. C'est donc parti pour la réforme des retraites qui doit théoriquement pas devenir une loi en 2019, à l'été 2019, c'est ce que dit le gouvernement, mais la concertation est lancée, une participation citoyenne aussi à laquelle vous êtes tous conviés avec même un vote par Internet. On sent, cela dit, que le projet est prêt, commence à s'esquisser, on parle d'une retraite à points pour tous. Comment ça marche? Est-ce qu'on va y gagner ou y perdre? Qui seront les gagnants et les perdants d'ailleurs? Parce qu'il peut y avoir aussi des gagnants et des perdants. On va en parler ce soir avec Raymond Soubi. Bonsoir. Président de Tadeo et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. La réforme des retraites de 2010, vous y avez largement participé en coulisses depuis l'Elysée. Et Axel de Tarlet. Bonsoir Axel. D'Europe 1 qu'on retrouve évidemment tous les matins, vous le savez, à 7h50. J'attends vos questions, vos inquiétudes, vos réactions au 3921. N'hésitez pas, on vous donne la parole très largement comme tous les soirs. Tiens, je voudrais commencer par vous ce soir. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Vous appelez au 3921 de Clermont-Ferrand. Je lis que vous avez 52 ans. Oui. Quand on nous parle de retraite à points, vous êtes inquiet ou pas? Un peu sur les bords, ouais. Parce que j'ai pas confiance en ce système, moi. Quand ils disent que le système le problème par point, non, le système par point s'appuiera uniquement sur la durée totale de la carrière, avec des règles identiques pour tous. Alors, si c'est quelqu'un comme moi qui travaille par intermittence, comment ça va se passer? On n'a aucune information sur ça, c'est assez flou. Et puis, je m'inquiète aussi pour... moi, je suis même pas sûr d'avoir une retraite, mais je me demande si nos enfants et les générations futures ont une retraite. Système par points, moi, j'aime pas. Je préfère largement le système actuel. Et surtout, une chose, on parle de vouloir copier... que tout le monde soit égal dans la retraite, mais moi, je trouve que ça serait à salaire égal, donc à points gagnés égaux, un fonctionnaire par exemple ou un salarié du privé aurait exactement la même retraite, oui. Ça serait une bonne chose s'ils le font. Et si ils n'arrivent pas à réformer la retraite, c'est ce que j'espère par ailleurs, j'aimerais bien par contre qu'on aligne le système de retraite des fonctionnaires sur le système des privés. Ça serait pas mal quand même, et non pas le contraire. Ce sera évidemment, merci beaucoup Patrice d'avoir entamé ce débat, ce sera évidemment un des sujets qui va être sur le tapis et qui va être les plus chauds et sur lesquels les syndicats sont déjà mobilisés. D'abord, et Axel de Tarlet et Raymond Soubi, la retraite par points, ça se fait ailleurs, en Europe, je crois que ça se fait notamment en Suède. Est-ce que c'est plus clair ? Comment ça marche? Oui, d'abord, le système suédois n'est pas exactement un système par points. C'est un système plus compliqué dans lequel les salariés capitalisent, on peut appeler ça des points en français, enfin des éléments qui sont indexés sur les salaires. C'est complété par un vrai étage de capitalisation au sens financier du mot, c'est-à-dire qu'ils épargnent pour leur retraite. Et enfin, le tout est combiné avec un coefficient d'espérance de vie des générations. C'est-à-dire que plus vous appartenez à une génération qui a une espérance de vie longue, plus vous allez recevoir la retraite, donc logiquement, moins vous recevez par année. C'est ça le système suédois pur. Là, Emmanuel Macron a annoncé un système notionnel. C'est le système suédois, c'est celui que je viens de décrire. Il a annoncé aussi qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite et qu'il ne modifierait pas les paramètres. Sous-entendu, il considérait, et à l'époque c'était vrai, que les régimes financiers de retraite étaient équilibrés jusqu'en 2040, et que donc le seul sujet était un sujet d'équité, comme vous l'avez dit, par euro cotisé, avoir le même montant de la retraite, et qu'il n'y avait pas de problème de financement. Et l'affaire aujourd'hui est compliquée, parce qu'il y a quand même des problèmes de financement. Le corps est revenu sur sa première analyse. Et que Conseil d'orientation des retraites. Oui, et que donc le gouvernement doit quand même se poser la question, est-ce que je ne prends pas quand même quelques petites mesures paramétriques, par exemple sur l'âge, avant de basculer sur un système notionnel? Et puis deuxièmement, le système notionnel, c'est un système égal pour tout le monde. Alors tout le monde est d'accord, dès lors qu'il est dans la bonne catégorie. Mais aujourd'hui, il y a une diversité considérable de régimes de retraite. On a une quarantaine au total si on compte absolument tout. Alors la tendance historique sur 20 ans, 30 ans, a consisté à les rapprocher. Il y a des rapprochements considérables qui ont déjà été faits, mais il y a des différences. Donc la question se pose que pour les gens... Un fonctionnaire, par exemple, calcule sa retraite sur son dernier mois de salaire, c'est un pourcentage de son dernier mois de salaire. Quand dans le privé, on est calculé sur les 25 meilleures années de cotisation. Par exemple. Il y a des millions de gens qui ont des systèmes... Bon, donc, ça veut dire que si on les introduit brutalement dans le système, en fait, ils perdent par rapport à la situation qu'ils ont. Et comme le gouvernement est quand même censé
il ne veut pas arriver à une situation dans laquelle 6 millions de Français vont s'apercevoir dans 6 mois qu'ils vont perdre le système. Donc, la mission qu'a aujourd'hui Jean-Paul Delevoye, qui est le haut-commissaire chargé des retraites, est de discuter, de négocier, de présenter, pour voir quelle est la solution qui s'inspire le mieux de la promesse d'Emmanuel Macron, donc pour un euro, mais qui néanmoins, pendant un certain temps, qui pourrait d'ailleurs être un temps certain, permet de maintenir des régimes particulier. Pour faire comprendre à vos auditeurs le sujet, disons que beaucoup, en tout cas dans le secteur privé, ont des régimes complémentaires de retraite. Eh ben, grosso modo, ils ont qu'à considérer qu'il y a un énorme régime de points qui n'est pas complémentaire, mais qui est central. Bon, avec le problème pour les retraités, c'est qu'ils vont perdre leur retraite. Aujourd'hui, vous savez combien d'annuités de cotisation il vous faut pour partir à quel âge ? Avec un système par points généralisé, vous ne le saurez plus. Donc vous aurez la liberté de partir ou de ne pas partir. Exactement le contraire, Raymond Soubi. On me dit, vous pourrez regarder le nombre de points que vous avez, ça vous donnera la pension à laquelle vous avez droit et vous choisirez de partir ou pas à partir de 62 ans. Oui, bien entendu. Ils sauront, etc. Mais ils ne le sauront pas 10 ans à l'avance. Oui, on n'a pas de visibilité à l'avance. Jusqu'au dernier moment, ça évoluera. Axel de Tarlet. Cela illustre l'énorme complexité de cette réforme. Parce que la promesse est fantastique. Dans un pays passionné par l'égalité comme la France, dire 1 euro cotisé donnera 1 euro le même montant de retraite pour tout le monde. La promesse est géniale, il y a de quoi se faire élire avec ce genre de promesse. Mais dès que vous voulez la mettre en pratique, cette promesse, c'est quoi l'égalité parfaite ? Patrice, là, de Clermont-Ferrand, il vient de le dire. Alors moi, quand je suis en chômage, je ne vais pas cotiser parce que je suis au chômage. Donc j'aurai pas de retraite. Alors on va dire, ah ben si, alors, vous voyez, et moi j'ai eu les enfants, donc j'ai pas pu travailler, donc j'aurais pas cotisé, j'aurais pas de retraite. Donc si vous voulez, dès qu'on rentre dans le détail, c'est monstrueusement compliqué. Et pourtant... Est-ce qu'on arrive à dire, par caricature, les fonctionnaires sont les perdants, par exemple, d'un alignement sur la retraite ? Est-ce qu'on peut le dire ? C'est que rapidement, cet aspect génial qui est de dire tous les Français sont égaux, bah il y a des Français qui vont dire oui, mais enfin moi j'y perds avec le nouveau système. Donc vous allez faire des mécontents. Moi je regarde dans la fonction publique par exemple, la retraite moyenne, la pension moyenne, c'est 2280 € moyenne. Hein. Et fonction publique nationale, je le précise, c'est 1220 € pour les salariés du régime général, c'est 730 € pour les indépendants, non salariés, agriculteurs, commerçants, artisans. Alors, on va unifier tout ça. Oui, alors au début, on dit ah c'est scandaleux, les fonctionnaires s'en mettent plein les fouilles. Alors qu'ensuite, si vous regardez, les fonctionnaires, ils gagnent, c'est ainsi, ils gagnent mieux leur vie que les salariés du privé. Quant aux artisans, ils cotisent beaucoup moins. Donc, si vous voulez, quand vous cotisez peu, vous ne pouvez pas être surpris à la fin d'avoir une petite retraite. C'est bien de mettre tout ce monde-là au même régime. Eh ben oui. Bon. Mais alors, on va demander aux artisans de cotiser 3 fois plus. Vous allez voir la gueule, j'allais dire, des patrons de bar tabac, si on leur dit maintenant c'est le même régime pour tout le monde, donc vos cotisations retraite, on va vous les doubler, mon bon monsieur. Ça va être explosif cette retraite. Est-ce qu'Isabelle est avec nous ? Isabelle nous appelait de Toulouse tout à l'heure, pas encore. Alors je vais prendre Denis. Bonsoir Denis, de Thouars. Bonsoir à vous Laurent. Vous êtes pour ou vous êtes contre ce principe de système à points ? Alors je suis pour et contre. Je vous l'explique. Une réforme des retraites. C'est sage au début de la réflexion, d'être à la fois pour et contre. C'est le célèbre en même temps, je crois. Oui, Laurent, mais on va se faire un avis en avançant surtout. Allez-y. Alors j'ai 5 éléments qui sont indissociables pour réussir une réforme des retraites. C'est d'abord un système unique au point pour tous, qui est la base de cette nouvelle réforme. Nous sommes bien d'accord. C'est un âge de départ minimum à la retraite identique pour tous, pour un système d'égalité que réclament les Français. C'est la possibilité, surtout, comme évoquaient vos invités au niveau économique, c'est de pouvoir acheter des points de retraite sur des bases fiscales souples et simples et ouvertes à tous pour compenser justement les différentes de caisses de régime. Et surtout, c'est l'interdiction aux caisses de retraite d'investir sur les marchés financiers. Je m'en explique. On va avoir besoin de nouveaux fonds pour ces caisses de retraite. Alors, il va falloir ouvrir des caisses de retraite au niveau fiscal avec des niches collectives, c'est-à-dire destinées aux caisses de retraite françaises qui doivent investir sur le logement social et sur la santé. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'argent à gagner dans la santé, dans l'innovation et le développement. Alors il va falloir le réserver à nos caisses de retraite nationales plutôt que de l'ouvrir aux fonds d'investissement étrangers. Et de là, on va pouvoir compléter nos caisses de retraite, nos revenus, par rapport aux différences de régime. Voilà globalement les 5
trait que je voulais vous expliquer. Raymond Soubi, que pensez-vous de ce que dit Denis ? D'abord, j'entends un peu l'inquiétude de Denis, mais aussi sa détermination à avancer. Oui, il y a une détermination à avancer, mais enfin, prenons l'exemple des régimes complémentaires de retraite. Les régimes complémentaires de retraite ne peuvent pas s'endetter. Ils n'ont pas le droit de s'endetter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils constituent des retraites. C'est géré paritairement. C'est l'opposé de l'UNEDIC. L'UNEDIC peut s'endetter. D'ailleurs, ne s'en prive pas, 46 milliards d'euros de dette. Les régimes complémentaires de retraite ont été beaucoup mieux gérés parce qu'ils n'ont pas le droit de s'endetter. Donc, je n'ai pas exactement, vous voyez, saisi le... Vous n'avez pas la même lecture. Non, je n'ai pas exactement, la même lecture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'innombrables caisses dans tous les sens et que vouloir fusionner tout ça en un seul régime, je crois que ça prend... non pas 10 ans, comme l'avait dit Emmanuel Macron, au cours de sa campagne, mais des dizaines d'années. Il s'est donné un an pour accoucher d'une réforme, quand même. Hein. Vous qui avez, si j'ose dire, participé à l'accouchement d'une réforme des retraites partielle, vous savez combien mais la réforme des retraites de 2010, comme d'autres réformes, ont été des réformes très dures, parce qu'elles ont rapporté beaucoup d'argent. La réforme de 2010, passée de 60 à 62 ans, a rapporté 17 milliards d'euros par an. Bon. Et la réforme là qui est proposée n'est pas une réforme pour rapporter de l'argent, donc elle suppose que l'équipe... On est sûr de ça. Ben bien entendu, elle est un système financier à somme constante et elle est déconnectée de la situation financière générale des régimes. Et c'est la raison pour laquelle de bons esprits se posent la question, ne serait-il pas sage, avant de se lancer dans cette réforme, de commencer à faire, alors Emmanuel Macron avait dit le contraire, à relever l'âge de la retraite pour avoir un matelas financier qui nous assure en tout cas une stabilité au cours des prochaines années. Pour l'instant, il n'en est pas question. Hein. L'âge de la retraite, il reste à 62 ans, c'est ce qu'a dit Jean-Paul Devoy ce matin dans le Parisien. Je vous lis le message d'Isabelle qui nous appelait tout à l'heure de Toulouse, mais je crois qu'elle est en voiture, donc c'est compliqué. Je suis fonctionnaire, ok on aligne, mais il faut aussi que les fonctionnaires puissent bénéficier d'un complément de retraite comme les gens du privé. Axel de Tarlet. Vous voyez que ça commence. Mais c'est ça, l'égalité, ça va être un débat sans fin. Ça va être, et moi, j'ai ma prime, mais qui n'est pas comptée dans ma retraite, donc il faut la compter dans la retraite. Ça va être sans fin. Moi, je trouve que ce gouvernement est très courageux parce qu'il fait une réforme qui ne va rien rapporter et forcément, il va faire des mécontents. Enfin, vous voyez, quand on a fait l'histoire de la CSG, qu'on a supprimé les cotisations chômage et maladie pour les salariés. Qu'a-t-on retenu ? Le plus, on l'a totalement oublié. En revanche, ça fait 1 an que politiquement, le gouvernement paye le moins, c'est-à-dire la hausse de la CSG pour les retraités. Dès qu'on fait quand on veut bidouiller un système à mesure constante, il y a forcément des perdants et les perdants, on va les entendre. Et ce seront vous le confirmez l'un et l'autre, les fonctionnaires très largement vont être et les indépendants qui devront cotiser plus. Et si on demande aux indépendants de cotiser autant que les salariés, alors vous allez voir, vous allez entendre hurler les indépendants. J'ai quelques questions qui viennent là au 39-21 que je vous lis et puis aussi sur les réseaux sociaux. J'ai 10 ans de chômage. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Je cotise pas du tout pendant ces 10 ans ? Eh bien, je rappelle... Je n'ai pas de points, je ne gagne rien. Qu'aujourd'hui, vous avez un animal qui s'appelle administratif, qui s'appelle le Fonds de solidarité vieillesse, qui cotise pour le compte des chômeurs. Bon. Donc aujourd'hui, il y a une solution. Alors, c'est ce que disait Axel de Tarlet il y a un instant. Qu'est-ce qu'on fait ? Cotise 1 an. Oui, non, mais il cotise plus que ça. Mais si on dit que, logiquement, les retraités cotisent en fonction de ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire d'un revenu réduit, c'est pas équitable pour eux. Donc, si on supprime le fonds de solidarité vieillesse, ce qui est quand même dans la logique d'une universalité, il y a en effet, pour eux, une véritable injustice. Naturellement, le gouvernement ne le fera jamais. Donc il y aura, ça veut dire qu'on va déjà vers un système de bonification du point en fonction des données des uns et des autres. 1 euro cotisé donne le même droit à tous est déjà abandonné. Je suis en congé maternité. Évidemment, là, vous avez compris que je ne parlais pas pour moi. Ouais. Mais je suis en congé maternité, est-ce que je cotise ? Bien sûr. Mais bien sûr que je cotise. Bien, ou quelqu'un cotise pour moi. Donc l'idée, 1 euro cotisé, même résultat, n'est pas pensable, n'est pas tenable. Bon, d'ailleurs, tout le monde le sait, et le gouvernement le sait pertinemment. Bon, j'ajoute un point, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que dans le système notionnel tel que l'avait été envisagé au moment de la campagne présidentielle par le président de la République, il y avait, comme je l'ai dit, un indicateur d'espérance de vie. Il l'avait dit, c'est le système suédois. Or, ça pose un problème considérable, car dans une même génération, l'espérance de vie n'est pas la même pour tous. Vous avez des écarts d'espérance de vie considérables entre les gens plus favorisés et les gens moins favorisés. Donc si vous prenez un indicateur moyen
de l'espérance de vie d'une génération, c'est au détriment des gens les moins favorisés. Et donc, il y a toute une série de sujets qui apparaissent, qui vont apparaître, qui sont en train d'apparaître, et qui montrent que la réforme pure et dure, en réalité, est très difficilement applicable. J'ai une dernière question, Axel de Tarlet, je vais vous donner 40 secondes, mais c'est votre spécialité. Ça fait 30 ans que les jeunes, j'en ai été il y a 30 ans, se disent on n'aura pas de retraite. Et avancent en se disant de toute façon, on n'aura pas de retraite. Et c'est pour ça que le gouvernement veut faire cette réforme, pour apporter de la clarté et de la fluidité. Aujourd'hui, Raymond Soubi disait ce sera difficile de savoir 10 ans avant ce qu'on aura 10 ans plus tard. Mais oui, mais la belle promesse de dire 1 euro cotisé donnera les mêmes droits de retraite pour tous, et de dire il n'y aura plus 42 caisses, c'est-à-dire que si vous êtes fonctionnaire, puis vous êtes salarié, puis vous êtes du privé, puis vous êtes indépendant, ce sera beaucoup plus fluide. La promesse est louable. L'exécution va être compliquée et je tire mon chapeau s'ils y arrivent. Axel de Tarlet, merci. Merci Raymond Soubi d'avoir été avec nous. Ça ne fait que commencer. C'est un débat qui va nous occuper pendant une grosse année au moins. Merci à Patrice qui nous a appelé tout à l'heure de Clermont-Ferrand, à Denis de Thouars et à, c'était Sophie de Toulouse, Isabelle, pardon, de Toulouse. Merci à tous. Europe 1.